Journal Bourama Traoré. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans la deuxième édition de Mali Actualité, les titres. 1000 jeunes et femmes porteurs de projets bientôt hors du cercle des chômeurs. La KIC Djigiseme et l'ANP se donnent la main pour revoir à la baisse le taux de chômage des jeunes au Mali. Au Sénégal, le Premier ministre Ousmane Sonko s'en prend au président Bassirou Diomaye Faye. Il reproche au chef de l'État un manque d'autorité. On ne peut pas tolérer qu'un chef d'institution soit traîné quotidiennement dans la boue sous couvert de liberté d'expression, se plaint le patron de l'administration sénégalaise. Au Cameroun, le premier tour de l'élection présidentielle aura lieu le 12 octobre prochain. Le président Paul Biya a signé hier un décret portant convocation du corps électoral. Le président gabonais appelle à décerner le prix Nobel de la paix à Donald Trump en reconnaissance des efforts diplomatiques américains dans la région des Grands Lacs, dit-il. Le Mali ne participera pas à la Coupe du monde de basketball des moins de 19 ans en République tchèque. Les Aigles-Dames n'ont pas obtenu de visa. Le président de la Fédération malienne de la discipline était hier face à la presse pour qui le Mali est tout simplement victime de son positionnement actuel sur la scène internationale. Combien sommes-nous à pouvoir interpréter les signes sur les pagnes Bogolan? Pas nombreux certainement. Pourtant, ces signes constituent un véritable moyen de transmission des messages de bonne conduite aux épouses. On en parle dans la page culture de cette édition. C'est tout pour les titres. Plus de 14% des jeunes âgés de 15 à 35 ans au Mali sont en chômage. C'est ce que révèle la Banque mondiale, un taux confirmé par les statistiques nationales. Pour apporter une réponse à cette préoccupation, la KIC Djigiseme débloque environ 100 millions de francs CFA pour appuyer 1000 jeunes et femmes porteurs de projets. La KIC Djigiseme et l'ANP viennent de signer une convention dans ce sens. C'était sous l'œil de notre reporter Sorona Kamisogo. Le taux de chômage et le sous-emploi au Mali, des préoccupations pour les autorités. Le nombre de demandeurs d'emploi qui arrivent sur le marché du travail avoisine les 322 000 par an et le taux de chômage des jeunes de 15 à 35 ans s'élève à 14,19%, nous apprennent les statistiques nationales et de la Banque mondiale depuis 2021. Des statistiques qui illustrent à suffisance l'ampleur de la problématique. Voilà qui justifie cette signature de convention entre l'ANPE, l'Agence nationale pour l'emploi et le réseau des caisses associatives d'épargne et de crédit des entrepreneurs et commerçants du Mali KIC Djigiseme. Tijani Amadou Talla, directeur du réseau de la KIC Djigiseme. Les dossiers, c'est sur la base de plans d'affaires parce qu'il faut que ce soit des dossiers bancables. Nous tenons beaucoup à mettre l'accent sur ça parce que nous n'allons pas donner de financement à des gens qui ne vont pas rembourser. Et que ce soit les cibles de l'ANPE. Les bénéficiaires doivent être âgés de 18 ans au minimum et maximum 55 ans. Le programme vise à appuyer les porteurs de projets auto-emploi à fort potentiel économique et d'emploi. Oumsal Seka, ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle. C'est le lieu de saluer KIC Djigiseme pour son engagement à mobiliser une enveloppe initiale de 100 millions de francs CFA sur ses fonds propres avec la possibilité d'augmentation en cas de cofinancement de la part de l'ANPE ou d'autres partenaires. Le ministère de l'Entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle continuera d'apporter tout son soutien pour faire de cette initiative un modèle de réussite. Cette signature de convention ouvre la voie au démarrage des travaux qui ne sauraient tarder. A souligner que ce programme d'appui aux initiatives auto-emploi ou d'entreprise s'étend sur une période de 3 ans. Oui, 3 ans pour aider les bénéficiaires à s'insérer dans la vie active. Au même moment, le Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage valide ces nouveaux outils de travail afin d'être plus efficaces sur le terrain. Les FAPA entendent bientôt lancer ces activités de formation sur l'ensemble du territoire national. Le reste nous est raconté par Inaba. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'un vaste chantier de réforme, notamment sur les outils de travail du Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage. Il s'agit des réformes entreprises par le FAFPA pour améliorer sa gouvernance et sa performance au bénéfice de ses usagers. Dans le document de 154 pages, 27 outils ont été révisés pour permettre à la structure de relever les défis, à savoir la concurrence déloyale, la baisse du niveau des activités et la perte de confiance des usagers vis-à-vis du FAFPA. Alassane Touré, directeur général du Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage. La direction générale du FAFPA, sous l'orientation du conseil d'administration,
a engagé le processus de professionnalisation de la gestion des dossiers de formation et d'apprentissage à travers l'élaboration et la validation d'outils de gestion efficaces des plans et projets de formation. Nous pouvons vous assurer que dès le retour des chefs d'antenne à leur poste, les activités de formation vont débuter sur l'ensemble du territoire et dans tous les domaines d'activité, Inch'Allah. Le département en charge de l'emploi et de la formation professionnelle ne cesse de développer des stratégies pour des solutions innovantes et pour une meilleure compétitivité des entreprises et l'employabilité des jeunes. En somme, la valorisation de la formation professionnelle. Oumou Sall Seck, ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle. L'un des défis majeurs auxquels notre pays fait face est bien la valorisation de la formation professionnelle. Ce défi ne peut être relevé sans le développement et la mise en œuvre de stratégies de renforcement des capacités des jeunes et des femmes qui constituent une frange importante de la société. Créé en 1997, le Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage a pour mission de contribuer à la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de formation professionnelle continue, qualifiante et par apprentissage. Hors des frontières maliennes, au Sénégal, le Premier ministre Ousmane Sonko s'en prend à ses adversaires politiques et au président Bassirou Diomaye Faye. Dans un discours prononcé lors de l'installation du Conseil national du PASTEF, le chef du gouvernement estime qu'il n'y a pas de problème majeur au Sénégal, hormis un problème d'autorité, même d'absence d'autorité, a-t-il déclaré. Il reproche au chef de l'État de ne pas défendre son Premier ministre, notamment face aux attaques qu'il dit subir. On ne peut pas tolérer qu'un homme, père de famille et chef d'institution soit traîné quotidiennement dans la boue sous couvert de liberté d'expression, a-t-il conclu. En Côte d'Ivoire, 3 jeunes de la jeunesse du PDCI sont inculpés de troubles à l'ordre public. Selon leurs avocats, ils ont été interpellés mardi en raison de leur présence sur une vidéo postée sur les réseaux sociaux dans laquelle ils appellent à rester mobilisés et que les mots d'ordre vont suivre. Les 3 hommes ont été placés hier sous mandat de dépôt. Dans un communiqué, le groupe parlementaire du PDCI dénonce une volonté de décapiter sa jeunesse militante. Au Cameroun, le premier tour de l'élection présidentielle aura lieu le 12 octobre 2025. Le président Paul Biya a signé hier un décret portant convocation du corps électoral. Ce décret lance de manière concrète le processus électoral devant aboutir à l'élection du nouveau président de la République. Les candidatures à ce scrutin sont désormais attendues dans les 10 prochains jours auprès de l'organe indépendant chargé des opérations électorales au Cameroun. En Centrafrique, le commandant de l'armée française pour l'Afrique est en visite. Le général Pascal Lani a rencontré Jiri, le ministre centrafricain de la Défense, Ramo Claude Biro. Au menu des échanges, la reprise de la coopération militaire entre Paris et Bangui, avec un accent sur la formation des cadres de l'armée centrafricaine. Depuis 2021, l'accord de coopération militaire entre la France et la Centrafrique est suspendu. Les derniers soldats français ont quitté le pays en décembre 2022. La Turquie a gagné, 86 millions de citoyens ont gagné. C'est ce qu'a affirmé ce samedi le président Recep Tayyip Erdogan. Le chef de l'État turc s'exprime au lendemain d'une première phase de désarmement du Parti des travailleurs du Kurdistan, PKK. Dans un discours à Ankara face au cadre de son parti, il a tracé les contours de sa stratégie pour l'avenir, notamment la création d'une commission parlementaire pour encadrer le processus. Hier, une trentaine de combattants kurdes ont détruit symboliquement leurs armes lors d'une cérémonie dans le nord de l'Irak. Une étape historique après un demi-siècle de guerre contre l'État turc. Aux États-Unis, le mini-sommet entre le président Donald Trump et 5 dirigeants africains s'est achevé hier à Washington. À l'arrivée, pas d'accord majeur conclu, mais des échanges qui ont jeté les bases de nouveaux partenariats économiques. Chacun a pu vanter les atouts de son pays pour les investisseurs américains, la stabilité politique pour le Sénégal, les ressources minières pour le Gabon, le Libéria et la Guinée-Bissau, le rôle et la place au sein du Sahel pour la Mauritanie. Autant d'atouts qui semblent intéresser les États-Unis. En marge de ce mini-sommet, le président gabonais Brice Oligui Nguema a évoqué les efforts diplomatiques américains dans la région des Grands Lacs. En avril dernier, le pays a facilité un accord entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, souligne-t-il. Il ramène la paix dans une région où cela n'avait jamais été possible, a déclaré le président Nguema, qui appelle à décerner les prix Nobel de la paix à Donald Trump. Nous restons aux États-Unis où le président Donald Trump s'est rendu hier dans le centre du Texas, une semaine après les inondations qui ont fait au moins 129 morts et 170 personnes manquent toujours à l'appel. Sur place, il a rencontré des sauveteurs et des familles des victimes. Une visite marquée par des polémiques sur la gestion par les autorités locales et les agences nationales, mais aussi des possibles conséquences des coupes budgétaires, des accusations balayées par le président Donald Trump.
Revenons au Mali pour parler de la stabilisation du septentrion malien, une mission qui se fixe également l'Agence de développement du nord du Mali. Les progrès réalisés dans ce sens sont évalués à la faveur de la 24e session ordinaire du conseil d'administration de l'agence. La session valide aussi les mécanismes de réinsertion socio-professionnelle des jeunes. Mais les grands défis de la structure restent l'insécurité. On en parle avec Mamadou Fane. La stabilisation du Nord Mali passe par le renforcement de la paix et de la sécurité. Pour parvenir à cela, le rôle de l'Agence de développement du Nord du Mali est déterminant à travers les actions qu'elle mène. Parmi ces actions, la relance de l'activité économique et la création d'emplois pour la jeunesse. C'est pour évaluer les acquis que les membres du conseil d'administration se réunissent à la faveur de la 24e session de son conseil. Oumar Diarra, directeur général de l'Agence de développement du Nord du Mali. L'ADN a à son actif plusieurs acquis, notamment la réalisation d'infrastructures socio-économiques de base dans les 5 régions du Nord. Nous avons réalisé beaucoup d'adductions d'eau, je dirais même des centaines, et même 3 micro-barrages. Il y a aussi le volet de la réinsertion socio-économique des jeunes non-combattants dans les régions du nord du Mali, où l'ADN a eu à financer plus de 700 sous-projets des jeunes non-combattants dans les 5 régions du nord du Mali. Pour renforcer ces acquis, plusieurs défis sont à relever par l'agence. Oumar Diarra, directeur général de l'Agence de développement du Nord du Mali. Parmi les défis, nous pouvons compter l'insuffisance de ressources pour réaliser des projets d'envergure interrégionale dans le nord du Mali. Il y a aussi les défis sécuritaires. Parmi les perspectives, nous pouvons, d'abord, il y a la relance de l'activité de réinsertion socio-économique des jeunes non-combattants. Avec la validation du mécanisme de la réinsertion qui est soumis au conseil d'administration, nous pouvons relancer cette activité. Et aussi, il y a la poursuite des réformes qui ont été entamées, qui visent vraiment à améliorer la capacité de l'ADNM à répondre aux préoccupations des populations. Il s'agit donc d'impulser le développement dans les régions de Tombouctou, Gao, Menaka, Kidal et Taoudéni. L'agence est placée sous l'autorité du ministère de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale. La Coupe d'Afrique des Nations féminines se poursuit au Maroc. Nous sommes en football. À leur deuxième sortie hier, les Aigles d'Am ont fait un match nul 1 partout face aux Ghanéennes. La troisième journée doit déterminer les équipes qualifiées pour le tour suivant. En basketball, l'équipe féminine des moins de 19 ans sera absente à la Coupe du monde de basketball qui débute ce samedi à Prague en République tchèque. La raison invoquée, le manque de visa. Mais pour le président de la Fédération malienne de la discipline, le Mali est tout simplement victime de son positionnement actuel sur la scène internationale. Il était hier face à la presse pour s'expliquer. D'autres détails dans la synthèse de l'actualité sportive qui porte la signature de Famourou Djourté. La 16e édition de la Coupe du monde de basketball des moins de 19 ans filles débute ce samedi 12 juillet 2025. L'équipe nationale féminine du Mali, championne d'Afrique en titre, ne participera pas à la compétition pour faute de visa. En effet, le pays hôte a refusé de donner des visas aux membres de la délégation malienne. Le président de la Fédération malienne de basketball, maître Jean-Claude Sidibé, a tenu une conférence de presse ce vendredi pour édifier l'opinion nationale et internationale. Il est au micro de Salif Ouedraogo. Les Tchèques ont refusé qu'il fallait qu'on aille à Dakar. Mais pire que ça, le 3 juillet, notre ambassadeur à Dakar, Biro Diallo, a appelé l'ambassadeur tchèque à Dakar pour lui demander de donner l'autorisation pour qu'on fasse des visas à Bamako. L'ambassadeur tchèque à Dakar rétorque à notre ambassadeur Biro Diallo que non seulement elle ne donnera pas d'instruction à Bamako pour faire les visas à l'ambassade d'Espagne, mais que même si nous allons à Dakar, elle ne pourra pas faire nos visas parce qu'elle a 30 visas sous la main et elle n'a que 1 ou 2 agents consulaires pour faire les visas. Qu'est-ce à dire? C'est empêcher le Mali d'aller à cette compétition. De façon fallacieuse, les enfants du Mali ont été sacrifiés sur un terrain géostratégique et politique. C'est le positionnement du Mali au niveau international qui fait qu'on nous empêche d'aller à cette Coupe du Monde. Il faut que FIBA réagisse. Ce n'est pas la première fois que l'équipe malienne rencontre des obstacles de ce type. En 2021, lors de la Coupe du Monde U19 en Lettonie, elle avait pu participer grâce à des visas Schengen obtenus via la Suisse. Cette fois-ci, aucune alternative n'a pu être trouvée. L'équipe féminine du Mali sera donc absente du mondial de basketball U19 édition 2025. Football, CAN féminine au Maroc, les Black Queens du Ghana et les Aigles d'Am du Mali se sont neutralisés 1 but partout. Le résumé de la rencontre avec nos envoyés spéciaux à Berkane, Assa Soumaré et Oumar Katraoré. Ce sont les Ghanéennes qui ouvrent très tôt les hostilités avec Alice Koussi à la 6e minute. En première période, les Maliennes n'ont réalisé qu'un seul tir non cadré, 1 but à 0 pour le Ghana à la mi-temps. De retour sur le gazon,
Les Maliennes se sont finalement reprises en égalisant grâce à Aïssata Traoré. On était à la 52e minute. À la mi-temps, les coachs nous ont parlé. Nous sommes réveillés, on s'est dit c'est le moment d'écrire notre histoire. On s'est donné la main. Après, toutes les filles ont pris conscience que la qualification s'est jouée aujourd'hui. Donc il ne fallait pas perdre ce match et ça se jouera la dernière journée contre l'Afrique du Sud. Mohamed Saloum Houssen, sélectionneur des Aigles Dames du Mali. Le début du match a été difficile pour nous puisque les filles, à un moment donné, ont refusé de sortir. Cela nous a posé beaucoup de problèmes. Au retour des vestiaires, vous l'avez vu, on est encore revenu avec notre dynamisme. Il fallait coûte que coûte égaliser. Alors c'est venu également au bon moment. Berkane Assa Soumaré, Oumar Traoré pour l'ORTM. Le match entre la Tanzanie et l'Afrique du Sud s'est soldé par un score nul d'un but partout. À l'issue de la deuxième journée, dans le groupe C, l'Afrique du Sud reste en tête avec 4 points plus 2. Elle est suivie par le Mali, 4 points plus 1. La Tanzanie et le Ghana sont respectivement 3e et 4e avec 1 point moins 1 et 1 point moins 2. Lors de la troisième journée dans le groupe C, lundi 14 juillet, le Mali sera face à l'Afrique du Sud, tenante du titre, et le Ghana jouera contre la Tanzanie. Toutes les 4 équipes du groupe peuvent encore prétendre à la qualification, même si Tanzaniennes et Ghanéennes n'ont pas leur destin en main. La troisième journée sera donc décisive. Toujours football chez les dames, la 5e journée du carré d'as du championnat national féminin du Mali se dispute ce dimanche 13 juillet 2025. Les affiches sont USFAS contre Amazon de la commune 5 du district de Bamako et Super Lion de Hamdalaï contre l'AS Mandé. Au terme de la 4e journée, l'USFAS est en tête avec 9 points. Elle est suivie par l'AS Mandé 7 points. Les Amazones de la commune 5 sont 3e avec 6 points. Les Super Lions de Hamdalaï ferment la marche avec un petit point. La 5e journée pourrait être décisive en vue du titre de champion du Mali 2025. Si l'USFAS gagne et que la tenante du titre, l'AS Mandé, ne gagne pas, les militaires seront champions du Mali 2025. Elles qui ont remporté la Coupe du Mali il y a de cela quelques jours. Pour terminer, le tirage au sort du tournoi de montée en Ligue 1 professionnelle de football du Mali a été effectué ce vendredi. L'édition 2025 du tournoi de la montée en Ligue 1 se jouera à Bamako. Le comité exécutif de la FEMAFOOT a constitué 2 poules. La poule A est composée du CF Balanzan de Ségou, de Tombouctou Football Club de la Ligue de Tombouctou, d'Arsenal Talent Sport de Koro de la Ligue de Mopti, d'Elwij FC de Kidal et de Derby Academy de Bamako. La poule B est constituée de l'association sportive de Kaï ASK, du FC Malikoura de Koulikoro, de l'AS Douane de Sikasso et du Sony AC de Gao. Le tournoi de montée en Ligue 1 professionnelle de football du Mali pour la saison 2025-2026 se jouera du 19 au 31 juillet 2025 à Bamako. Page Mali Culture 2025. Combien sommes-nous à pouvoir interpréter les signes sur les pagnes Bokola? Pas nombreux certainement. Pourtant, ces signes constituent un véritable moyen de transmission de messages de bonne conduite aux épouses, voire à la société tout entière. Immersion dans l'univers des idéogrammes sur le tissu Bokola. C'est le dossier culture de cette édition signée Ramata Konaté depuis Ségou. Loin de simples dessins, les signes ou idéogrammes sur les pagnes Bogolan constituent de véritables sujets de communication dans la société traditionnelle malienne. Boubacar Doumbia, promoteur du centre Ndomo. La ligne droite, ça veut dire Sratléné en Bambara, le chemin droit. Et cela veut dire qu'il faut toujours prendre un chemin droit dans la vie. Et sinon, nous prenons le rond, on appelle ça couramment Sonyumani, la jolie maison. Ça symbolise non seulement la famille, ça symbolise également tout ce qui est précieux pour l'homme. On appelle ça Baka Kourchidjala, la ceinture de mon père. Cela symbolise en quelque sorte le courage. Les recherches poussées par Kassobane, un groupe de 6 sortants de l'INA, ont permis d'identifier 25 signes. Sur cet ensemble, 19 sont couramment utilisés dans les temps immémoriaux par les vieilles femmes. Boubacar Doumbia, promoteur du centre Ndomo. Ces signes ont été répertoriés par le groupe Kassobane. C'était vers les années 1989-1990 à travers le pays. Et c'est des grandes zones qui ont été visées où les Bambara utilisent couramment ces signes comme moyen d'expression sur des tissus. Le Bélédougou et l'interfleuve Bani, Niger. L'assemblage de ces signes sur un pagne traite d'un thème se voulant une leçon de vie. Et les vieilles femmes mettaient ce pagne dans le trousseau de mariage de leur fille pour un foyer stable, selon ce spécialiste, membre du groupe Kassobane. Qui veut dire une cohabitation difficile au sein de nos familles, parce qu'autrefois c'était de très grandes familles. Ces vieilles qui faisaient cette décoration ont dit pour faciliter la cohabitation, il fallait imaginer un thème
qui rappelle tout le monde à l'ordre. Et c'est comme ça que ce thème est venu, Sigi Missé. Parce qu'en regardant le thème, ça invite tout le monde à être en quelque sorte une personne ouverte aux autres pour que l'ensemble puisse passer la vie en paix. Malé Aminata Keita, formatrice au centre Benkadi de Pelengana. Sigi Missé rappelle à l'épouse de prendre soin des parents de son époux comme ses propres parents, d'être serviable, de bien s'entendre avec les voisins pour une bonne cohabitation. Les vieilles femmes, à l'origine de la confection de ces pagnes avec des signes sur le bogolan, y mettaient des leurs pour transmettre des messages. Boubacar Doumbia, promoteur du centre Ndomo. C'est un message qui est en rapport avec la polygamie. C'est une invitation des deux co-épouses à passer la vie ensemble sans difficulté. Les femmes faisaient ça pour transmettre, pour pouvoir maintenir en quelque sorte la paix au sein du foyer conjugal. Malé Aminata Keita, formatrice au centre Benkadi de Pelengana. Auparavant, les femmes faisaient les signes sur le tissu bogolan en posant ce dernier sur une calebasse à poser sur leurs jambes, puis dessinaient à l'aide de traces à lignes en fer ou bâtonnets. La confection d'un pagne pouvait durer une année. Mais aujourd'hui, ce travail est plus facile avec ces petits bidons en plastique. En raison de leur valeur et de leur place dans notre société, ces signes sont utilisés dans l'art contemporain. Toutefois, les significations sont méconnues par la nouvelle génération. Ce qui l'attire en ces tissus, c'est surtout le côté esthétique. Boubacar Doumbia, promoteur du centre Ndomo. Dans un thème ici qui s'appelle Koubeda. Koubé, c'est l'administration en Bambara. Et ce tissu a été réalisé pendant l'époque coloniale par les femmes. Parce que lorsque le colonisateur est venu, les femmes ont fait un constat. Si on va chez le commandant, il fallait nécessairement passer par le garde. Donc c'était quelque chose d'étonnant parce que au sein de notre société, notre administrateur, c'est le chef de village. Et le matin, le chef de village ouvre le vestibule. Tout le monde rentre, donc c'était un premier constat. Et le second constat est que ces Toubabou avaient, au niveau de leur résidence, la porte était toujours fermée. Bon, tandis qu'au sein de notre société, le matin, tout le monde ouvre leur vestibule, ou bien le vestibule, et les personnes rentrent et sortent comme bon leur semble. Dans la société traditionnelle malienne, nous avons des mécanismes de transmission des valeurs comme ces tissus borolans avec des messages clés liés au travail bien fait, au vivre ensemble, à la tolérance, la paix, la cohésion sociale, entre autres. Des messages qui doivent inspirer les générations à perpétuer ces valeurs pour le renouveau du Mali, terre d'humanisme. Ségou Ramata Konaté et Kramogo Traoré pour l'ORTM. Ainsi va l'actualité en ce samedi 12 juillet 2025. Cette tranche d'information vous a été servie par Abse Traoré à la mise en onde, Badji Touré à la mise en ligne et au micro Brahma Traoré. Ne décrochez pas, Mohamed Sangaré s'installe juste après moi pour la synthèse de l'actualité dans nos régions, suivie de la lecture des avis et communiqués avec Kani Keita. Le prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 19h30. Merci à vous de nous avoir suivis. Très belle fin de journée à vous, où que vous soyez.